Le président Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour N'Djamena, la capitale tchadienne. Il y a pris part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens qui s'est ouvert ce samedi. Le chef de l'État est de retour à Abidjan depuis quelques instants. Les revendeurs de gaz butane déplorent le prix élevé du gaz à la livraison par leurs fournisseurs. Ils l'ont annoncé aujourd'hui au cours d'une rencontre au siège du CIRGAZ, le syndicat ivoirien des revendeurs du gaz, dans la commune d'Abobo. Et puis, fin de cavale pour 5 bandits se faisant passer pour des éléments de la police criminelle et spécialisés dans le vol d'ordinateurs portables. Ils ont été appréhendés par des éléments du commissariat du 8e arrondissement de Cocody. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Ils se sont ouverts aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne, les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, avec la participation du Maroc. Plusieurs sujets y ont été abordés, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région. Un grand intérêt a été accordé à la crise malienne. Le chef de l'État ivoirien a pris part à ce rendez-vous. Le président Ouattara a quitté Abidjan très tôt ce matin et il est d'ailleurs de retour ce soir. Vous aurez les images d'ici la fin de cette édition. Autre sujet, les relations entre Abidjan et Washington, examinées à la primature ici à Abidjan hier par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont aussi parlé de la relance de l'économie ivoirienne avec la contribution d'opérateurs économiques américains. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Pas de répit ce vendredi pour le chef du gouvernement ivoirien. 4 audiences inscrites à l'agenda. La première accordée à la société iranienne Shirin Assal Industrial Group. La compagnie entend accompagner avec des projets industriels la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'objet de sa visite ici, c'est de venir ouvrir une usine de transformation de fèves de cacao en chocolat et en biscuits. Et il dit que pour commencer, c'est un investissement de 20 millions d'euros qu'il va mettre dans cette affaire et que dans le futur, cela pourra évoluer jusqu'à 70 millions d'euros. À sa suite, l'ambassadeur américain a une séance de travail avec Daniel Kablan-Duncan. Philippe Carter III est venu réaffirmer le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. Des choses importantes pour la question comment nous pouvons approfondir notre dialogue pour avancer les relations commerciales bilatérales avec les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour adresser, assurer que la transparence et la bonne gouvernance sera bien appliquée ici à Côte d'Ivoire. Troisième visiteur de la primature ce vendredi, le président fondateur du groupe Eurofind. Ce grand industriel veut étendre ses activités dans le pays. Nous sommes ici depuis 1970 dans le domaine industriel et nous avons l'intention de continuer à nous développer en Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines. Mettant fin aux audiences de la journée, la séance de travail du chef du gouvernement avec les groupes allemands Wolfgang Co. Avec lui, il s'est agi de perspectives d'investissement de l'Allemagne dans plusieurs secteurs d'activité ivoiriens. Nous sommes venus... Dans un autre registre, souvenez-vous, le gouvernement avait interdit 3 manifestations prévues pour se tenir aujourd'hui dans la commune de Yopougon, ici à Abidjan. Interdiction respectée, à en croire l'une de nos équipes de reportage qui en a fait le constat ce midi. Comme vous le voyez sur ces images, aucun manifestant ne s'est rendu à la place CP1 à Yopougon. Même les riverains sont restés terrés chez eux. Quel bilan de la commission électorale indépendante pour l'année 2012 et quels défis pour que l'institution doit relever en 2013? Autant de questions abordées à la faveur d'une rencontre entre le président de la CEI et son personnel administratif et technique. Youssouf Bakayoko a annoncé que la reprise de la réception des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales est prévue pour la période du 20 février au 6 mars prochain. Francis Boifo. Les services de la Commission électorale indépendante CEI seront à nouveau ouverts aux candidats du 20 février au 6 mars prochain pour le dépôt des dossiers de candidature en vue du scrutin couplé municipal régional prévu le 21 avril 2013. L'organisation de ce scrutin demeure pour le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, le défi majeur de l'institution cette année. Il engage le personnel administratif et technique au travail et au respect du règlement intérieur de la CEI. La Constitution guide notre esprit. Notre conscience nous indique la voie à suivre. Et le peuple
à travers nous, faire entendre sa souveraine voix. Nous devons consacrer toute notre énergie à parachever le travail que nous avons largement entamé pour ne pas agir comme ces peintres oubliés qui n'ont pas eu le loisir de terminer leur tableau. Relativement au scrutin législatif partiel du 3 février dernier, le président de la CEI s'est félicité de la bonne organisation de l'élection. Youssouf Bakayoko salue également l'esprit démocratique qui a prévalu durant la campagne électorale. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a reçu jeudi le rapport de l'audit commandité par son parti. Ce rapport révèle un passif de 445 millions de francs CFA. Il a été réalisé par le cabinet Mazahar. Les explications de Thérèse Tapeyoué. 445 millions de francs CFA, c'est le passif de l'audit commandité par la direction financière du PDCI-RDA. Le plus ancien des partis politiques de Côte d'Ivoire avait ainsi modernisé sa gestion. Les résultats de l'audit ont été remis ce jeudi au président du parti, Henri Konan Bédié, par le directeur général du cabinet. L'organisation comptable est réduite à la tenue manuelle d'un registre annuel de recettes et de dépenses. Aucun document comptable ou financier ne fait état de la situation patrimoniale du parti. Les recensements que nous avons faits avec le principe de prudence qui guide notre métier nous ont conduit à évaluer, à estimer les dettes à environ 445 848 000 francs CFA. Face à ce dysfonctionnement profond, l'auditeur a fait quelques recommandations. Nous recommandons de recruter des personnes qualifiées pour la tenue de la comptabilité, de mettre en place une organisation, des procédures et un système d'information garantissant à la fois la collecte et l'enregistrement exhaustif des cotisations et de toutes les ressources. Quant au président du parti, il a promis faire bonne lecture du rapport pour la conduite à tenir. Nous allons prendre connaissance de ce rapport et nous nous en inspirerons pour la suite du travail, c'est-à-dire la conduite des affaires du PDCI-RDA. Les vice-présidents du parti, les membres du secrétariat général et les membres du conseil politique ont assisté à la remise du rapport de l'audit. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamien Konan, a eu une séance de travail avant-hier avec une délégation du Haut Commissariat à la modernisation de la République du Niger. La délégation nigérienne est venue s'imprégner du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire en vue de sa mise en application au Niger, nous dit Doigt des Lasers. Voici ce qui attire les gestionnaires de l'administration publique de la République du Niger en visite en Côte d'Ivoire. Le système d'information de l'administration publique ivoirienne. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État peut aller encore dans les détails et savoir, par exemple, à la direction des ressources humaines et des moyens généraux de cette direction-là, quels sont les agents effectivement qui sont là et donc afficher la liste des agents. Vous voyez là. L'informatisation et la création d'un guichet unique de l'administration publique sont entre autres les grands chantiers à aborder en 2013 selon le ministre de la fonction publique, Niamien Konan. Pour lui, seul l'outil informatique peut permettre de gérer efficacement les effectifs et la solde des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Objectif visé, la réduction de la masse salariale de 10% d'ici 2014. Le projet de réforme de l'administration engagée a permis d'identifier plus de 132 729 fonctionnaires réglementaires et environ 7 250 fonctionnaires fictifs sur un effectif d'environ 139 979 fonctionnaires enregistrés. Résultat, un gain sur la masse salariale estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an. Une expérience positive que souhaite partager le haut-commissaire à la modernisation de l'État nigérien, Amadou Saleh Oumarou. Avoir le système intégré et qui permet aujourd'hui aux fonctionnaires ivoiriens, où qu'ils se trouvent, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'accéder à un fichier pouvant lui donner des informations sur lui-même et sur l'évolution de sa carrière. L'administration doit fonctionner en ayant à l'esprit de livrer un service public de qualité aux usagers. Pendant 2 jours, la délégation nigérienne
a été instruite sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle mis en place dans le cadre de la réforme de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Elle se précise l'opération de déguerpissement des clandestins des forêts classées ivoiriennes. Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre chargé de la Défense se sont mis d'accord pour la réussite de l'opération baptisée Niégré, car en fait elle va démarrer dans la forêt de Niégré, dans le département de Taï, où des agents des Eaux et Forêts ont perdu la vie, tués justement par des clandestins. Le point avec Abou Sanogo. Un peu plus d'un mois après la réunion préparatoire, la commission mixte relevant des ministères de la Défense et des Eaux et Forêts a livré les conclusions de ses travaux relativement à la mise en œuvre de l'opération de déguerpissement des forêts classées ivoiriennes. Le plan d'opération a fait l'objet d'une présentation au ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et au ministre des Eaux et Forêts Mathieu Baboudari. Il s'agit là de sauver et de sécuriser ce qui reste encore de forêts classées en Côte d'Ivoire. Au plan écologique, il y a une norme internationale qui dit que dans chaque pays, il faut au moins 20% du territoire qui soit un couvert forestier. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes largement en deçà. Les populations qui sont venues de partout pour s'installer dans les forêts classées, qui sont la propriété de l'État, il faut que ces populations collaborent. Il faut que ces populations coopèrent, il faut que ces populations acceptent d'elles-mêmes de quitter ces forêts-là afin que l'État puisse faire le travail de réhabilitation et de reconstruction de ces forêts qui sont fortement dégradées. L'opération démarre bientôt dans la forêt classée de Nigré, dans le triangle Sassandra, Soubri, Guéyou, pour s'étendre à l'ensemble du territoire national avec l'appui du ministère de la Défense. Il s'agit de déguerpir des clandestins. Notre intention n'est pas de faire un forcing. C'est pour ça que nous saisissons l'occasion que vous nous donnez ce matin pour demander à la population de faire preuve de compréhension. Selon le ministre des Eaux et Forêts, sur les 231 forêts classées en Côte d'Ivoire, une cinquantaine regorge de clandestins et recèlent de bandes armées. Je vous le disais en titre, fin de cavale pour 5 bandits se faisant passer pour des éléments de la police criminelle et spécialisés dans le vol d'ordinateurs portables. Ils ont été appréhendés par des éléments du commissariat du 8e arrondissement de Cocody. Les explications sont signées Abou Sanogo. Fin de cavale pour le gang à Blégadé Marus. Ce gang spécialisé dans le vol d'ordinateurs portables sévissait dans les communes de Koumassi, Marcouri, Cocody et Yopougon. Ces 5 individus se faisaient passer pour les éléments de la police criminelle. Ils opéraient dans des taxis et des véhicules banalisés. Ils ont été interpellés par les éléments du 8e arrondissement de Cocody à la suite de nombreuses plaintes. On observe que la détention d'armes automatiques et de faux documents, hélas, est devenue monnaie courante dans le milieu de ces individus. Ces individus ont généralement pour cible des personnes qui sont dans la rue, qui détiennent des ordinateurs portables. Une fois en contact avec ces personnes-là, ils leur font croire qu'ils sont de la police criminelle, ils brandissent des fausses cartes militaires et ils leur font croire qu'ils sont à la recherche des malfrats et qu'un domicile vient d'être attaqué dans les environs et qu'ils sont à la recherche des malfrats. Les usagers qui ne se reprochent absolument rien, étant donné qu'ils sont présentés comme des policiers, se soumettent à une fouille. Et c'est au cours de cette fouille-là que les usagers sont dépouillés de tous leurs biens. Les populations sont donc invitées à la collaboration avec la police. Nous disons à toute personne se trouvant dans une telle situation, la première des choses à faire, c'est de retenir la marque du véhicule, l'immatriculation et la couleur, et porter ces informations à la connaissance de la police pour que nous puissions agir à temps réel. Ces 5 individus seront mis à la disposition du tribunal où ils répondront de leurs actes. Des logements sociaux bientôt construits à l'intérieur du pays, des logements voulus par le gouvernement et dont la réalisation relève du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Pour une meilleure mise en œuvre de cette politique de logements sociaux, les agents du ministère ont pris part à un atelier de formation. Plusieurs préoccupations ont été passées en revue. Les détails avec Hugues Hervé-Blé. Des logements sociaux dans les chefs-lieux de région et de département. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui tient à mener à terme cet engagement du gouvernement, a réuni ses relais sur le terrain. Directeurs régionaux, départementaux et chefs secteurs devront faire en sorte
que la vision de leur ministère, voire du gouvernement, soit partagée par les autorités locales et les administrés. Parmi les derniers cités se recrutent les principaux bénéficiaires des futurs logements sociaux. Le lancement de toutes ces opérations se fera au plus tard dans un mois parce qu'en réalité, le gouvernement a autorisé la pré-commercialisation, la pré-souscription, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent un logement social doivent d'abord aller à un guichet pour aller se faire connaître. Et le gouvernement a accepté que la SICOJ réalise cette opération dans l'ensemble des chefs-lieux de région et des départements. Le gouvernement affiche sa détermination à offrir aux Ivoiriens à faible revenu des logements sociaux. Il revient aux directeurs régionaux et départementaux, aux chefs secteurs de faciliter dans leurs zones respectives la construction de ces logements sociaux. Ils devront par exemple aider à une meilleure gestion de la purge des droits coutumiers en identifiant les vrais propriétaires des terrains dont le gouvernement aura à se servir pour la réalisation de son programme. L'Agence japonaise de coopération internationale, en collaboration avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, initie depuis quelques mois des projets au bénéfice des communautés de Daloa, Dieukwé, Ma et Giglo, des projets pour lutter contre l'insécurité, la pauvreté et pour sensibiliser surtout à la cohésion sociale dans certaines communes de l'ouest du pays. Les activités conjointes de ces deux organisations avec Francis Boifo. Le quartier Père Ted de Dieukwé, dans la région du Guémo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sort de l'obscurité. Le noir qui profitait aux agresseurs est désormais un vieux souvenir. Le quartier a été électrifié par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Avant, quand il n'y avait pas de lumière, il y avait beaucoup de barracas. Dans ce cas, il y a beaucoup de gens qui ont fui dans le quartier. Maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de barracas dans la paix. L'agence japonaise a également électrifié la voie ralliant la sous-préfecture de Daloa à la prison civile. Coût des réalisations, 17 millions de francs CFA. Dans la commune de Mans, le foyer des jeunes du quartier Campus a été réhabilité par le programme d'appui à la sécurité urbaine PASSU en liaison avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À Giglo, un espace gastronomique a été ouvert au bénéfice de l'association des femmes de la ville. Le projet a été financé par la JICA à hauteur de 12 millions de francs CFA. Toutes ces activités s'inscrivent dans une dynamique d'appui au gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre de son processus de stabilisation. Et plus spécifiquement, c'est pour renforcer la restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation communautaire. Les différents projets réalisés à Dieukwé, Daloa, Man et Giglo l'ont été grâce à une étude préalable des besoins diligentée par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a un nouveau président depuis quelques semaines. Gorebi Hué vient d'être investi au cours d'une cérémonie marquée par une conférence autour du thème « La contribution de l'éco-diplomatie dans le développement de la Côte d'Ivoire post-crise ». Gabriel Zani. Par son investiture ce vendredi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau, Gorebi Hué, journaliste économiste à Fraternité Matin, rentre officiellement dans ses nouvelles fonctions de président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire au JPCI. L'homme a une fois de plus réitéré ses mêmes engagements lors de son élection le 8 décembre dernier à Grand-Bassam. La formation constitue l'axe majeur de notre programme. La formation initiale, la formation continue ou le perfectionnement pour permettre à ceux qui sont déjà dans le métier, qui ont l'expérience, de continuer à apprendre. La formation par la spécialisation pour avoir des spécialistes. Formation, professionnalisme des journalistes, le temps de son mandat de 3 ans est déjà donné par cette conférence magistrale animée par Yao Kablansaï sur le thème « Émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 », quel apport de l'éco-diplomatie. Il vise à conférer aux représentations diplomatiques et consulaires une mission de promotion économique en servant d'interface entre les opérateurs économiques et étrangers ou entre opérateurs économiques ivoiriens et étrangers, à l'effet d'obtenir des financements, des nouveaux marchés ou des débouchés. Pour relever les défis de la formation des journalistes et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses confrères,
Gorebi Hué s'est entouré d'une équipe composée d'un bureau exécutif, de commissions techniques, de conseillers spéciaux et d'un comité de sages. L'équipe a été présentée ce vendredi aux représentants des ministres des Affaires étrangères, de la communication et de bien d'autres personnalités venues des ambassades et du monde de la communication. J'en viens à ce rendez-vous incontournable du marché touristique international, la Foire internationale du tourisme de Madrid. Au cœur de chaque édition se tient un forum sur l'investissement touristique et les opportunités d'affaires en Afrique. Occasion pour le ministre du Tourisme ivoirien, Roger Kakou, de rencontrer des partenaires et des personnalités de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid. C'était en présence de Patricia Omouetia. Ces acheteurs professionnels internationaux auront passé moins d'une semaine sur les bords de la lagune et briller, mais des jours largement suffisants pour faire le bonheur des artisans de Côte d'Ivoire. Ceux notamment des filières textiles, bijouterie, artisanat d'art, décoration et accessoires, participant à l'exposition d'un jour initiée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le fait de faire venir des acheteurs internationaux, les mettre en contact avec les artisans ivoiriens, va aboutir à la conclusion de marché pour écouler les produits de l'artisanat. On a un problème pour vendre nos produits, c'est bienvenu, c'est le tour des acheteurs. Important, le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire l'est par sa taille. Il occupe 25% de la population active. Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire compte 7 branches d'activité et 244 corps de métiers. Les défis majeurs de l'artisanat ivoirien sont l'organisation des artisans, le financement de leurs activités, mais surtout la recherche de débouchés commerciaux pour leurs produits. La présence en Côte d'Ivoire des acheteurs internationaux pourrait aider à relever ce défi. Ça me plaît beaucoup ce que j'ai pu voir jusque-là. On va trouver des boutiques en Europe qui sont intéressées par les produits ivoiriens. La rencontre des acheteurs internationaux et des artisans ivoiriens, initiée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a été organisée avec le soutien de l'USAID et la Commission nationale AGUA. Toutes nos excuses, vous venez plutôt de suivre un reportage sur une exposition thématique avec des acheteurs professionnels internationaux initiée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous parle maintenant de ce rendez-vous incontournable du marché touristique international, la Foire internationale du tourisme de Madrid. Au cœur de la rencontre, un forum sur l'investissement touristique et les opportunités d'affaires en Afrique. L'occasion pour le ministre ivoirien du tourisme, Roger Kakou, de rencontrer des partenaires et des personnalités de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid. Patricia Omouetia. En 3e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid. Journée marquée par l'ouverture officielle du Forum sur l'investissement touristique et les opportunités d'affaires en Afrique, Investour. Objectif, faire la promotion des pays africains en vue d'éventuels partenariats. Journée riche en rencontres pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et la délégation qui l'accompagne. Le ministre et le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, ont évoqué au cours de cette rencontre plusieurs sujets, notamment l'appui de l'OMT dans la relance du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de tous les aspects de la coopération, aussi bien au plan technique qu'au plan politique. Nous nous sommes mis d'accord sur l'assistance technique que l'organisation va apporter au secteur touristique en Côte d'Ivoire. C'est une première étape d'un ambitieux programme pour réactiver les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale du tourisme. En début d'après-midi, le ministre du Tourisme a donné une conférence de presse soutenue par une projection sur les potentialités de la Côte d'Ivoire. La récente réunion des bailleurs de fonds à Paris, en France, initiée par le chef de l'État lui-même en décembre 2012, a mobilisé des fonds de plus de 4 000 milliards de francs CFA, plus de 6 milliards d'euros, pour le financement du PND, le Programme national de développement, dans lequel le tourisme est une composante essentielle. Échanges enrichis par des questions, notamment sur l'aspect sécuritaire et l'existence de réceptifs hôteliers de haut standing. Roger Kakou a rassuré les touristes et les clients potentiels de la destination Côte d'Ivoire. Deuxième titre de cette édition, les revendeurs de gaz butane déplorent le prix élevé du gaz à la livraison par leurs fournisseurs. Ils l'ont annoncé aujourd'hui au cours d'une rencontre au siège du CIRGAZ, le syndicat ivoirien des revendeurs du gaz. C'était dans la commune d'Abobo, Douai des Lazers.
Les grilles et portes des magasins de vente du gaz butane sont encore fermées à Abidjan. Selon les revendeurs, les prix à la livraison des bouteilles de gaz ne font plus leur affaire. Ce magasin est scellé parce qu'elle n'a pas respecté le prix de l'État. La B6, les marketeurs nous livrent à 1835 francs et on nous demande de vendre à 2000. La B12, 4935 francs. On nous demande de vendre à 5200. Sur la B6, pour avoir 16 000 francs, il faut vendre 100 bouteilles. Un magasin comme ça, ça coûte 60 000. Tu ne peux pas. Le secrétaire général du SIGAZ, syndicat ivoirien des revendeurs de gaz, Ouraga Gbalou Évariste, plaide pour l'annulation des amendes infligées aux revendeurs dont les magasins n'ont pas affiché les prix de vente indiqués par l'État et l'augmentation de leur marge bénéficiaire. Nous voulons avoir 20% sur la B12. Lorsqu'on nous cède la B12 à 4 350, nous mettons les 20%, nous avons 5 200. Nous avons voulu avoir 25% sur le prix de cession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on gagne la B6 à 1600, nous appliquons 25%, nous vendons la B6 à 2000. Si nous acceptons le prix indiqué, il est déjà dit, nous vendons à perte. Les magasins de revente du gaz butane sont... Et puis le président de la République est rentré ce soir de N'Djamena, la capitale tchadienne, où il s'était rendu très tôt ce matin pour participer au sommet de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Le président de la République a été accueilli à son retour par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et des hauts responsables de l'armée nationale. Plus tôt à son arrivée à N'Djamena, le président de la République a situé la presse sur les nouvelles orientations de la SENSAD et sur sa participation à ce sommet. On l'écoute. Venu donc à l'invitation de notre frère et ami, le président Idriss Déby, pour participer à ce sommet de la SENSAD. Nous avions également rencontré le Premier ministre de Libye à Addis Abeba, qui nous a indiqué qu'il tenait à ce que la SENSAD retrouve une nouvelle dynamique, une orientation plus économique, plus centré sur les intérêts des États et par conséquent nous venons pour apporter notre contribution à ce sommet. Pour moi, venir au Tchad, c'est venir chez moi. Le président est un ami de longue date et je suis très heureux de le retrouver, de venir le soutenir et d'apporter ma modeste contribution. Dans le cadre de la page culture, ce soir, comme tous les samedis, un invité, le professeur René Nguetia Kwasi, auteur de plusieurs œuvres. La première est intitulée Les chemins de développement de l'Afrique. La deuxième, Comment gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Et la troisième, Les défis du développement de l'Afrique contemporaine. Contrairement aux autres éditions, nous parlons avec notre invité ce soir de ces trois œuvres. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes l'auteur de ces trois œuvres. Vous venez de les publier, n'est-ce pas, aux ouvrages chez L'Art Martin. Dans votre dernier ouvrage, vous développez, selon vous, les défis majeurs de l'Afrique contemporaine. Quels sont ces défis et pourquoi? Quels sont ces défis? Ces défis sont énormes, mais permettez que je vous en cite quelques-uns. Pour moi, l'Afrique doit nourrir sa population à partir de son agriculture, parce que l'Afrique détient 60% des terres arables dans le monde. Donc il y a un paradoxe que détenant 60% des terres arables, que le continent ne soit pas en mesure d'assurer l'autosuffisance alimentaire de ces populations. Donc ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est développer l'agro-industrie. Pourquoi développer l'agro-industrie? Parce que 90% des aliments consommés en Afrique ne sont pas transformés. Seulement 10% sont transformés. Donc le segment, 90%, c'est une source potentielle d'investissement, de création d'emplois, de distribution des revenus, etc., etc. Donc, nous disons que l'Afrique ne doit pas rester à 10% de la transformation. Il faut aller au-delà. Et puisque nous avons toutes les potentialités agricoles, c'est normal que l'économie africaine profite, n'est-ce pas, de son segment agro-industriel pour connaître un épanouissement réel. Que faut-il donc faire? Que faut-il faire par rapport à cela? Oui. Ce qu'il faut faire, il faut développer des structures au niveau en amont comme en aval. En amont, il faut motiver les paysans,
il faut mettre des structures d'encadrement pour la production agricole. Il faut amener les producteurs, les paysans africains à s'intéresser à l'agriculture vivrière, par exemple. Mais pour cela, il faut mettre au niveau, n'est-ce pas, de l'agriculture vivrière, toutes les incitations, toutes les structures d'incitation à la production. Par exemple, le prix, par exemple, la production agricole. Ça paraît facile, mais est-ce que nos gouvernements ont les moyens de mettre en œuvre toutes ces propositions? Oui, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas. Mais c'est pour cela que c'est un défi. Il faut relever les défis, il faut se donner les moyens pour les relever, sinon l'Afrique va rester pendant longtemps à la traîne de la communauté internationale. Et autre défi, hein, je crois, il faut faire un rattrapage scientifique et technologique, parce qu'il y a un gap énorme. Le développement se trouve dans les écoles, le développement se trouve dans les universités, dans les centres de recherche, etc., etc. Quand vous allez en Inde actuellement, vous allez en Bangalore, vous avez que vraiment... C'est là le développement, le cœur du développement indien, c'est l'éducation. Est-ce à dire que tous les jeunes africains doivent aller étudier en Occident? Non, pas en Occident, mais mettons en place les structures de formation et d'éducation dans nos pays. Et là aussi, nous n'avons pas le choix. Parce que le gap scientifique et technologique est tellement énorme qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour donner aux jeunes, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires leur permettant, n'est-ce pas, de mettre en œuvre, de traduire dans les faits leurs opportunités également. Vous parlez également de plus en plus vous souhaitez que la bonne gouvernance soit érigée en un code de conduite quotidien pour tous les citoyens africains. Quelles sont vos raisons? Non, la bonne gouvernance, c'est la meilleure conseillère en matière de développement. Généralement, quand on parle de bonne gouvernance, on pense que c'est seulement l'État, le gouvernement qui est concerné. Et là, vous avez parfaitement raison, parce qu'en Afrique, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on a tendance à regarder l'élite au pouvoir. Alors que la bonne gouvernance, c'est une vertu qui doit être... Toutes les populations, tous les citoyens africains doivent s'approprier des vertus de la bonne gouvernance. Et c'est pour ça que nous parlons de la bonne gouvernance, de la micro-gouvernance et de la macro-gouvernance. Et si tous les citoyens africains s'approprient des vertus de la bonne gouvernance, je crois que cela va produire un impact considérable sur le niveau de la gouvernance au niveau de nos pays, au niveau de notre continent. Dans l'une de vos œuvres, vous parlez de comment gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Que doit-on comprendre par autrement? Bon, comprendre par autrement, là l'idée, ce livre a été publié en 2010 et l'inspiration part des difficultés que nous avons connues et dans le souci d'apporter ma contribution à la résolution de tous ces problèmes, ce livre a été publié et préfacé par le ministre Siyamara. C'est un répertoire de solutions que je propose aux différentes difficultés que connaît notre pays. C'est un livre conseil, je dirais c'est un livre qui est une source d'inspiration pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur domaine d'activité, quelle que soit leur classe sociale. Donc c'est ma contribution, n'est-ce pas, au développement de la Côte d'Ivoire. Vous verrez à travers ce livre un catalogue de projets clairs et faciles à comprendre et bancables. Et je pense que si ces projets, la liste n'est pas exhaustive, mais si ces projets sont mis en œuvre, je pense que la Côte d'Ivoire pourrait s'en sortir. Dans votre première œuvre intitulée « Les chemins du développement de l'Afrique », vous parlez naturellement du chemin que doit emprunter l'Afrique pour aller vers son développement. L'autre œuvre, c'est les défis majeurs de l'Afrique contemporaine. Y a-t-il une véritable différence, n'est-ce pas, en matière de substance dans ces deux œuvres? Il y a une différence, parce que le premier sur les chemins du développement de l'Afrique, c'est ma contribution à la réflexion sur l'avenir du continent. Et le livre est sorti en 2008. Je voudrais vous rappeler qu'à cette période-là, le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu à Accra en 2007, l'on parlait, n'est-ce pas, de quel type d'intégration, quel type de cadre qu'il faut proposer à l'Afrique, par exemple. Donc, le sommet d'Accra a retenu qu'il faut mettre en place les États-Unis d'Afrique. Donc, à travers ces livres, je propose, n'est-ce pas, certaines pistes et je donne des esquisses de solutions, n'est-ce pas, que je pense peuvent être explorées pour améliorer la situation du continent. Alors, nous aurons maintenant l'occasion d'aller à la découverte de l'une de vos œuvres. C'est dans ce reportage signé David Guedamobio.
On aura certainement l'occasion de voir cet élément d'ici la fin de notre entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre Les défis du développement de l'Afrique contemporaine. Vous avez également parlé tout à l'heure de l'autre œuvre, les défis du développement de l'Afrique. Alors, parmi ces défis, est-ce que l'éducation n'est pas également un défi qu'il faille relever? Oui, l'éducation, c'est un défi majeur. L'éducation fait partie du défi. Quand je dis, par exemple, il faut rattraper le retard scientifique et technologique, là, il faut accorder vraiment une grande importance à l'éducation. Il y a un économiste qui disait que le pauvre est pauvre parce qu'il n'a rien à y changer. Et l'éducation, c'est la meilleure des clés qu'on peut mettre à la main d'une jeunesse pour lui permettre, n'est-ce pas, de se frayer son chemin. On vous a bien compris. Merci à vous, professeur René Nguetia Kwasi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre Les défis du développement de l'Afrique contemporaine dont on a longuement parlé au cœur de cette page culture ce samedi soir. Autre sujet, on parle maintenant dans le reste de l'actualité africaine de l'Égypte. La mobilisation contre le gouvernement égyptien se poursuit. Mobilisation contre le gouvernement du président Mohamed Morsi. Regardez. Le palais présidentiel au Caire, nouveau lieu de rassemblement de l'opposition égyptienne. Musulmans et chrétiens, hommes et femmes de toutes les générations se retrouvent ici pour faire entendre leur voix. Tous accusent le président islamiste Mohamed Morsi de trahir la révolution qu'il a portée au pouvoir. J'essaie d'exprimer mon opinion en venant ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Je viens donc pour le dire, pour protester. Nous sommes tous contre ce qui se passe dans notre pays. Ces opposants réclament depuis des semaines un nouveau gouvernement plus représentatif. Ils s'inquiètent de la mainmise des islamistes sur les institutions du pays. Pour eux, le nouveau pouvoir a échoué et doit s'en aller. Les frères musulmans nous diront qu'ils sont arrivés au pouvoir par les urnes et qu'ils sont légitimes. Nous leur répondrons Moubarak aussi était légitime comme eux. Nous avons insisté pour le faire partir. Et là, nous demandons à Morsi de partir. Nous ne lâcherons pas, il va partir. Ces manifestations presque quotidiennes donnent lieu à des face-à-face avec la police. Les forces de l'ordre interviennent souvent brutalement pour disperser la foule. 60 personnes ont été tuées en janvier lors de heurts avec la police. Les partisans du président Morsi accusent des opposants d'être responsables de cette violence. Le gouvernement propose pour sa part une loi pour réguler les manifestations. De nouvelles restrictions en perspective qui risquent d'aggraver la situation. Voilà qui marque à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.